Bonjour à tous, donc avec l'année 1994 à WCW. Avant que je rentre dans ce sujet-là, je vais répondre aux questions et aux réactions que j'ai eues sur ma dernière vidéo, à savoir le catch et le MMA. Si cette partie questions-réponses vous intéresse pas, vous pouvez tout de suite aller en dessous chercher le chrono pour aller dans le cœur de la vidéo sur donc l'année 94 à la World Championship Wrestling. Donc je commence avec les questions maintenant. Alors j'en ai pas eu énormément, c'est pas grave. J'ai pas tout pris non plus, j'ai pris ce qui me paraissait intéressant, ce sur quoi j'avais envie de réagir. D'abord, j'ai eu un long pavé que je ne vais pas lire de acétylsalicylique, notamment sur ce que j'ai dit sur les personnages et le manque de développement des personnages, de construction des personnages entre la WWE et le MMA. Alors, quand je lis tout ce qu'il dit, ce que je retiens, c'est que pour lui, si c'est difficile de décrire les personnages, c'est une bonne chose à la WWE, parce que ça sous-entend qu'ils sont subtils, fins, ambigus, comme les gens dans la vraie vie. Je suis assez d'accord avec ça. Et c'est justement un peu ce que j'avais essayé de dire, mais peut-être que je me suis mal exprimé, c'est que ils se contentent de cette subtilité-là, mais ils ne vont pas plus loin, à part exception comme Bray Wyatt, comme John Cena, et du coup ne font pas de plus-value sur ça par rapport au MMA. Alors peut-être que c'est juste pas possible de faire une plus-value, j'en sais rien. Toujours est-il que il y a des personnages larger than life dans les deux organisations, UFC, WWE, et il y a des personnages, on va dire, comme dans la réalité, dans les deux organisations. Voilà. Après, effectivement, on est quand même mieux qu'à une époque. Là, il cite une époque où on avait des gimmicks très simplistes et des personnages qui manquaient de profondeur, comme Sergeant Slaughter ou Big Boss Man. C'est vrai. On est quand même mieux qu'à cette époque-là, dans une bonne mesure. Mais il n'y a pas spécialement de plus-value. C'est ça que je voulais dire. Qu'on est trop comme dans la réalité, alors que le catch a comme intérêt, exactement comme le in-ring, ça n'a pas grand intérêt de faire quelque chose de trop réaliste ou de totalement réaliste. C'est intéressant d'en insuffler quelque chose d'un peu plus fort que la réalité. Et dans bien des cas, l'exemple de Rollins et Cesaro, on est trop proche de la réalité, je ne les trouve pas larger than life. Voilà. Je ne sais pas si l'idée était mal passée ou si en disant ça, on est toujours en désaccord, j'en sais rien. Tu me diras. Question suivante de Nick Falguere. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, tu me diras. Pour le faux dans le MMA, je ne suis pas vraiment d'accord. C'est surtout qu'après s'être insulté pendant des semaines et après s'en être mis plein la gueule, à la fin du combat, il y a du respect. Mais certains mecs ne peuvent vraiment pas se blairer et certaines rivalités durent des années. Alors c'est vrai que j'ai dit que dans le MMA, il y avait une bonne partie des choses qui étaient fausses, notamment sur tout ce qui concernait les rivalités, le fait de faire semblant de se détester, tout ça. Bon. J'ai pas dit que tout était faux, donc évidemment on est d'accord sur la fin. Certains peuvent vraiment pas se blairer, tout ça, je suis d'accord. Maintenant, je suis pas sûr que le fait que les mecs qui s'insultent pendant des semaines soient systématiquement dans une relation haineuse avec les autres. Alors il y a deux cas de figure. Soit ils essaient d'avoir un ascendant psychologique sur l'autre, parce que c'est vrai que ça sera pas ressenti de la même manière de prendre des coups par quelqu'un qui essaie d'être dans le sport et de prendre des coups par quelqu'un qui te déteste. Je pense que dans un cas c'est violent et dans l'autre non. Bon, c'est mon point de vue. Je reparlerai de la violence tout à l'heure. Mais je pense que dans une bonne portion des cas, là encore c'est pas tous, c'est vraiment pour faire mousser la hype du combat. Et d'ailleurs, parmi les premiers qui ont vraiment fait ça à pleine balle, on a Ken Shamrock et Tito Ortiz. Ken Shamrock, il sortait de la WWF quand il a fait ça, donc on a l'impression qu'il s'est dit je vais me servir de ce que j'ai appris à la WWF pour le MMA. Et ensuite, c'est devenu beaucoup plus courant. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai. Je pense qu'il est légitime dans le sens où beaucoup de combattants ont dit explicitement que c'était pour hyper les combats. Mais bien entendu, dans certains cas, c'est réel. Le problème d'ailleurs, c'est qu'on ne sait pas forcément quand est-ce que c'est réel à cause de toutes ces fois où ça ne l'est pas. C'est un peu le problème aussi. Question suivante, de Vincerated R. Alors là aussi c'est assez long, donc je vais aller à l'essentiel. Il me dit dans un premier temps, je pense que la meilleure revisibilité d'un match de catch tient au fait qu'on le regarde pour deux choses. L'aspect compétitif et l'aspect dramaturgique. On peut voir une compétition, mais également une histoire avec un développement de personnages, une évolution scénaristique, 3 petits points. Dans un combat de MMA, il me semble qu'on le regarde seulement pour l'aspect compétitif, savoir qui prendra le dessus et comment. Bon, il continue ensuite, je m'arrête là. C'est un peu ce que je me suis dit. C'est vrai que j'arrive pas forcément à aller au bout de cette idée-là, mais je pense qu'effectivement, on arrive mieux à revoir un film quand on ne regarde pas le film que pour savoir le dénouement, mais pour apprécier aussi comment les personnages s'expriment là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, la qualité première qui fait ou ne fait pas un film, c'est la qualité des dialogues. Bon, c'est peut-être perso, mais c'est moi. Alors qu'un combat de MMA, même si certains combats montrent aussi l'aspect personnalité,
c'est pas une intention. Donc dans beaucoup de cas, même de grands combats, de très bons combats, fun à voir en live, il n'y a pas cet aspect-là. Et du coup, c'est vrai que ça manque peut-être de profondeur. Mais les combats où justement on sent les gars en train de puiser en eux pour faire quelque chose, je pense notamment à un combat, si je me trompe pas, c'est Roger Huerta contre Clay Guida. À vérifier l'adversaire. En tout cas, c'est Roger Huerta. Il y a un combat où il est dominé pendant 2 rounds et on a l'impression qu'à la pause entre le deuxième et le troisième round, il va puiser vraiment au fond de lui un peu la rage qu'il a pu avoir. J'imagine qu'il a eu une enfance difficile ou des choses comme ça. Et le dernier round, il n'est pas du tout le même en fait. Et il gagne. Et là, par exemple, c'est des combats qui marquent psychologiquement parce que tu dis, waouh, il a été cherché au fond dans ça. Et c'est vrai que c'est important. Mais ouais, c'est une minorité en MMA. Donc je suis assez d'accord. Mais je suis pas complètement satisfait de cette explication. Et deuxième partie de la question de Vince Rated R. Je dirais qu'aux États-Unis, le MMA est en train de devenir plus populaire que le catch. Peut-être est-ce déjà le cas. Et que seul obstacle à cette popularité grandissante, c'est la violence pure remontrée à l'écran, qui ne convient pas aux plus jeunes ou aux âmes les plus sensibles. Alors je voulais rebondir là-dessus, je suis d'accord avec ce que tu dis. Hein. Simplement, je voulais revenir sur la notion de violence dans le MMA. Je pense que le MMA, c'est violent que si on ne comprend pas une chose, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on ne se choque pas quand au rugby ils font un plaquage violent, parce que c'est dans le cadre du jeu. Et on se dit oui, il se fait plaquer au sol, parce que c'est dans le jeu. Mais si tu fais le même plaquage violent à un mec, parce que tu le détestes et que tu as envie de lui niquer sa gueule, là c'est de la violence, en fait. Donc c'est pas le geste qui est violent, c'est l'intention. Et donc dans le MMA, si les gens regardent ça comme deux mecs qui veulent se faire mal, parce que c'est des sadiques et des fous furieux ou des sauvages, ou qui se détestent, c'est violent. Mais si on comprend ça comme du sport, où effectivement le corps est l'objet du jeu, contrairement au rugby où c'est le ballon, on le verra comme violent. Mais en réalité, je pense pas que ce soit violent. Et je trouve que dans la société actuelle, petite analyse sociétale perso, on se trompe un peu sur ce qu'est violent. Je trouve qu'on se permet d'avoir des journalistes qui attaquent personnellement des gens, et c'est pas considéré comme violent. Et à côté de ça, quelqu'un qui réagit avec une petite claque pas très poussée, on va tout de suite lui tomber dessus, c'est hyper violent, machin truc. Je me rappelle d'une polémique il y a pas très longtemps, il y a quelques années maintenant, qui avait éclaté entre Gilles Verdès et Joe Star, où Joe Star avait mis une claque, je crois, et donc il avait été condamné un peu comme ça, comme pour violence, alors qu'à côté de ça, les journalistes comme Gilles Verdès, a priori, se permettront de dire des choses qui pourraient laisser des marques à l'intérieur chez certaines personnes beaucoup plus nettes. Donc il y a un décalage dans la notion de violence, je trouve, régulièrement. Voilà, c'était ma petite analyse qui n'avait rien à voir avec le catch, mais que je voulais balancer. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez, même là-dessus, il n'y a aucun problème. Et dernière question, au pluriel, un dénommé Notoriété Mangeur d'Enfants, très bon pseudo. Les titres intermédiaires, ça avait du sens avant. La ceinture intercontinentale était la ceinture défendue aux quatre coins du monde avec Pat Patterson qui avait remporté, entre guillemets, le titre à Rio. Celle US, c'était comme le titre que UK aujourd'hui, sauf que Johnny Gargano a eu un match pour le titre, donc ça a perdu de sens. Alors, là-dessus, je voulais revenir. Donc Pat Patterson n'a pas gagné la ceinture à Rio, je pense que c'est pour ça que tu as mis des guillemets. Et il ne défendait pas spécialement la ceinture aux quatre coins du monde, mais c'était un petit peu l'idée qu'ils ont voulu mettre derrière le titre, effectivement. Ça, simplement, ça s'est vite barré, puisque rapidement on a compris que c'était pas trop le cas. Voilà. Bon. Donc oui, effectivement, c'était la logique. Intercontinental, c'était une ceinture qui était défendue de façon équivalente sur chaque continent. Alors qu'en réalité, c'était pas le cas. La ceinture US, alors je savais pas, hein, si c'est le cas, je ne le savais pas, qu'à une époque c'était réservé aux lutteurs américains, de nationalité américaine. Je suis pas totalement sûr, ceci, il faudrait que je vérifie ce que tu dis. Par contre, une chose est sûre, c'est que la logique de la ceinture US, c'était que c'était le deuxième titre de la NWA. Donc vous aviez les territoires NWA, chaque territoire avait son champion du territoire, genre champion de la Mid-Atlantique, champion de Floride, etc. Et après vous aviez le titre de champion du monde poids lourd, donc par exemple Lou Thesz ou Ric Flair ensuite ou quoi, qui défendait le titre dans le monde, et vous aviez le titre champion US qui défendait un titre NWA dans tous les territoires américains. Voilà. Donc pour moi c'est plus ça la logique du titre au départ. Évidemment avec la fin de la NWA, le titre a perdu son sens, mais il a été gardé quand même, comme titre intermédiaire. Voilà. Donc c'est ça l'histoire. Mais n'empêche que ça tient encore ce que je dis sur les titres intermédiaires qui sont depuis facilement 20 ans, 25 ans même, complètement intégrés et ça ne choque personne, alors que quelque part, quand on y réfléchit bien, ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis dernière question toujours de notoriété mangeur d'enfants. Qu'est-ce que tu penses des catcheurs de la New Japan Pro Wrestling, par exemple, qui prennent le micro et font des déclarations spontanément? Est-ce également pas naturel pour toi? Alors,
c'est pas non naturel de faire des promos comme ça directement. Josh Barnett l'a fait souvent en MMA. Bon, il avait un pied dans le catch aussi, ceci dit. Simplement que tout le monde le fasse tout le temps. Genre à chaque Raw, il y a 2-3 promos de mecs qui viennent dans le ring et qui font une promo, etc. Enfin, qui prennent le micro, tout ça, tout seul. C'est ça que je trouve pas naturel. Je trouve que ça devrait être une minorité de cas où normalement il y a un journaliste et puis d'un coup le mec il dit non, vas-y, donne-moi le micro, j'ai un truc vraiment important à dire, fais-moi pas chier avec tes questions, clac. Si c'est exceptionnel, d'ailleurs on les écoutera d'autant plus. Là, pour qu'on écoute un mec d'autant plus, il faut limite qu'il fasse du shoot. Voilà. S'il fait une promo, c'est normal. Et je trouve que voilà, ça casse le cadre du sport. Et puis à travers des interviews, on pourrait voir certains mecs qui sont très bavards, d'autres qui se contentent de répondre, etc. On pourrait aussi incarner les personnalités. C'est pas forcément naturel que toutes les personnalités illustrées dans une fédération aient envie de faire des promos. Et ça, c'est valable pour la New Japan comme pour le WWE. Ceci dit, j'aime beaucoup les promos de la New Japan post-match qu'ils font en backstage, genre juste après, où on voit bien que c'est pas scripté du tout. Ils disent un peu ce qu'ils veulent en essayant de rester dans leur personnage. Et ce côté libre de dire ce qu'ils ont envie de dire, je trouve que ça a un côté réel. On y croit plus, c'est plus facile d'y croire en fait. Et mine de rien, c'est quand même une clé. Voilà. Donc c'est tout pour les questions pour aujourd'hui. Je passe donc maintenant à l'année 94 à WCW. Allons-y. Alors, que s'est-il passé en 94 à la WCW? Alors en fait, il s'est pas passé des milliers de choses, mais il y a eu un événement majeur qui a une incidence sur tout le reste de l'année. C'est l'arrivée de Hulk Hogan. Voilà, donc c'est un événement majeur parce que c'est une immense star qui arrive. En soi, c'est gros. Et en fait, ça va conditionner un changement de produit dans la WCW qui va se mettre à proposer un truc beaucoup plus caricatural, avec des gros gentils, des gros méchants, des matchs qui vont juste servir à jouer sur la hit, comme ça, et qui seront beaucoup moins intéressants d'un point de vue in-ring, beaucoup moins de matchs longs dans les shows hebdo, tout ça. Donc en fait, en gros, pour dire, quelque chose de très proche de ce que la WWF pouvait proposer à la fin des années 80, début 90, quand Hogan était la star là-bas. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il se soit dit, bon, Hogan, ça va ramener du public, il faut qu'on fasse un produit qui plaise à ce public qui va venir. Voilà. Deux problèmes vont se poser. La première, enfin trois même. Le premier, c'est que moi, j'aime pas ce produit et que je trouve que ça fait une fin d'année assez mauvaise. Enfin, ça, on s'en fout. Mais deux problèmes vont se poser qui font que ça va pas très bien marcher. Surtout, c'est que la WCW va pas être capable de faire ce produit-là aussi bien que la WWF ne l'avait fait. Qu'on aime ou non le produit, je pense que la WWF avait très bien fait ce produit-là à la fin des années 80, début 90. La WCW n'a pas su faire ça aussi bien. Mais surtout, je pense que c'était plus dans l'air. Voilà. C'était plus dans l'air du temps de proposer ce genre de truc. C'était plus en accord avec ce qu'un public de catch pouvait attendre. Peut-être que les fans de cette époque-là ont grandi et n'attendent plus la même chose, je sais pas. Et ils vont mettre un peu de temps d'ailleurs, les deux fédérations, à trouver vraiment ce qui allait le mieux marcher. Et ça sera l'Attitude Era en fait. Voilà. Mais il y aura peut-être eu d'autres alternatives, mais l'Attitude Era, c'est ce qui va être choisi. Voilà. Donc ça va pas très bien marcher, mais ça va quand même donner une année de septembre 94 à septembre 95 bien pourrie. Donc c'est le gros de l'année 95, donc je vous en parlerai plus en détail en 95. Mais voilà. En gros, quelle est l'importance du retour d'Hogan? Voilà. C'est pas juste une star qui arrive, il y a ça. Voilà. Alors un petit peu pour raconter comment ça se passe ce retour d'Hogan. D'abord, à savoir, il signe à WCW parce que Ted Turner est prêt à lui offrir un contrat hallucinant, un pont d'or. Ils sont rentrés en contact avec lui facilement parce qu'il tournait une série télé qui s'appelait Thunder in Paradise en France et Trouble in Paradise dans le reste du monde. Si vous avez été enfant à cette époque-là, vous avez peut-être regardé, c'était avec un bateau noir, là. Bon bref, moitié pourri, mais bref. Et il tournait cette série télé dans les studios Disney d'Orlando en Floride. Et la WCW avait une émission hebdo qui était tournée aussi dans les studios d'Orlando en Floride, donc ils ont facilement rentré en contact avec Hogan. Donc en gros, ça s'est passé comme une kayfabe. Hogan a commencé à faire des promos où il disait oui, je serais pas inintéressé pour revenir, essayer de devenir champion du monde une fois de plus. Ric Flair, qui était champion du monde à ce moment-là, et fraîchement tourné heel, va répondre en gros oui, non, mais s'il revenait, jamais de la vie il arriverait à me battre, moi, Nature Boy et tout ça. Du coup, ça monte un peu comme ça. Il y a une signature de contrat, un match qui est signé pour Bash at the Beach 94. Hogan fait ses débuts dans le title match contre Ric Flair. Il bat Ric Flair, devient champion et reste champion jusqu'à la fin de l'année. Dans le cadre de cette rivalité, il va même mettre Ric Flair à la retraite en le battant à Halloween Havoc. Donc Ric Flair à la retraite en 94, c'est pas une blague. Bon, ça dure 4 mois, mais c'est pas grave. Et voilà, en gros, le déroulement du truc. Alors les matchs entre Flair et Hogan sont pas mal. J'en reparlerai tout à l'heure. Ils sont pas si mal que ça. Hogan se bouge un peu le cul. Moi je trouve dommage qu'ils n'ont pas fait Ric Flair contre Hogan face, à chaque fois face contre face.
À mon avis, ils ont eu peur qu'Hogan se fasse siffler dans la partie sud-est des États-Unis, parce que je pense que Flair est au moins aussi populaire qu'Hogan dans cette partie des États-Unis. Dans le reste, certainement pas. Je pense pas. Ça n'empêche qu'Hogan se fasse un peu siffler, hein, attention, hein, voilà, mais Hogan se bouge un peu le cul. Voilà. Sinon, en dehors de ça, qu'est-ce que je peux vous dire sur l'année? Je peux vous dire que ça fait une année très bancale. La fin de l'année est très faible du fait de ce nouveau produit. La première partie de l'année est très très bien, comme le gros de l'année 92-93, en fait. La même niveau, même voire un peu mieux. Avec un produit avec des styles très variés, avec du technical wrestling, parfois avec Steven Regal par exemple, avec du brawling avec Vader, avec de l'entertainment avec Sting, avec de la lutte hardcore avec Cactus Jack, Max Payne et les Nasty Boys qui font quasiment de la ECW avant même que la ECW existe. Parce que la ECW en 94, ça s'appelle encore la Eastern Championship Wrestling. Et ça va devenir la Extreme Championship Wrestling à la fin de l'année, enfin au milieu de l'année. Et mais en fait, ouais, on dit souvent que la ECW a popularisé le style hardcore. En réalité, il était déjà au mainstream fin 93, début 94 à travers des gars comme Cactus Jack. Mais forcément, ils vont enlever un peu ce côté-là avec le nouveau produit que j'ai évoqué. Voilà. Et puis sinon, alors quand même, si je voulais signaler des arrivées, des départs importantes à la WCW 94. Au niveau des arrivées, c'est beaucoup de gars qui vont s'inscrire dans ce nouveau produit. Donc Jim Duggan, Honky Tonk Man, Brutus Beefcake, Avalanche, donc Earthquake, enfin bon. Donc des lutteurs soit qui sont nuls, soit qui, à ce stade de leur carrière, sont nuls. Parce que, bon, enfin, ils sont quasiment tous les quatre pas nuls à chier de base. Je pense que Beefcake est le plus faible. Mais les trois autres, ils sont pas bons en 94. Earthquake encore à voir, mais Jim Duggan en 94, ça vaut plus rien, et Honky Tonk Man non plus. Voilà. Donc il y a ça. Il y a quand même Macho Man qui arrive à la fin de l'année, mais il fait pas un seul match en 94, il arrive tout à la fin du mois de décembre. Enfin, c'est quand même le signaler. Et au niveau des départs, ça fait mal par contre. Ils perdent Rick Rude sur blessure, il prend sa retraite. Steamboat sur blessure, il prend sa retraite. Ron Simmons, qui voit son contrat se terminer, il revient pas. Mick Foley, pareil, il laisse son contrat se terminer, il s'en va. Et en plus, il se prive de Brian Pillman, qui, alors j'ai regardé, hein, il fait les house shows, mais il n'apparaît pas à la télévision pendant une bonne partie de l'année. Pendant facile 6 mois. Ce qui est scandaleux, parce qu'il était excellent, en plus il était bon, heel ou face, in-ring, dans le personnage, tout ça, donc c'est vraiment dur. Steve Austin va subir le même traitement en 94, fin 94-95. Voilà, donc c'est pas la grande joie quand tu fais le bilan à la fin de l'année, tu te rends compte que t'as quand même pas vraiment progressé dans le bon sens, si on peut progresser dans le mauvais sens d'ailleurs, par rapport à un an avant. Ceci dit, si on fait le bilan sur l'ensemble de l'année, on a quand même plein de trucs super bien, mais la quasi-totalité des trucs bien se passe sur la première partie de l'année. Donc c'est pas... voilà. C'est un bilan mitigé, mais c'est pas une année mauvaise non plus, et donc ça vaut le coup que je détaille un peu plus avec mes awards perso, ce que je vais faire maintenant. Mais voilà, déjà vous avez le résumé de l'année. Si vous regardez tous ces résumés là de chacune vidéo que je fais, je pense que vous aurez déjà une vue pas mal. Si vous voulez un peu plus de détails, c'est maintenant avec mes awards. Allons-y. Alors, les awards maintenant, le lutteur le plus surutilisé, surpouché de l'année. Donc le seul truc négatif, en gros, c'est les gars qu'on aurait voulu moins voir ou moins haut dans la fiche. Numéro 3, j'ai mis Jim Duggan. J'ai rien contre Jim Duggan du tout. Dans ses premiers, c'est un mec que j'aime bien, parce que j'aime bien les brawlers dans son registre. Mais en 94, c'est plus possible. Surtout qu'il bat Steve Austin dans une sorte de squash très rapide pour devenir champion US, alors que Steve Austin s'était fait chier toute l'année. Donc, ce genre de truc, moi, ça me pose un vrai problème. Ceci dit, il a un bon match avec Vader à Starrcade, donc je le pardonne un peu. Mais enfin, quand même, faut pas déconner. Numéro 2, j'ai mis The Butcher. Alors, The Butcher, c'est Brutus Beefcake, mais qui n'a pas les droits sur son nom, puisqu'ils étaient déposés par la WWF. Du coup, il revient sous la gimmick de The Butcher. Bon, bref. Et il fait quand même le main event de Starrcade. Voilà, c'est que ça. Parce qu'on ne le voit pas beaucoup, mais juste ça, ça suffit. C'est comme s'il faisait le main event de WrestleMania, alors qu'il n'a jamais eu le niveau, même dans ses meilleures années, et sous une autre gimmick, bien après ses prime years, il n'a rien à foutre dans ce main event. Je pense que le main event normal, ça aurait dû être Vader contre Hogan. Bon, faut savoir que Beefcake, c'est le meilleur ami ou un des meilleurs amis de Hulk Hogan dans la vraie vie. Donc on se doute bien de comment il s'est retrouvé dans ce main event. Bon, ça a été de la daube, pas de problème. Et numéro 1, il y a pire, Kevin Sullivan. Alors Kevin Sullivan, c'est plus parce qu'on l'a beaucoup vu dans l'année, il arrive beaucoup plus tôt dans l'année. Il se met en équipe avec Mick Foley. Déjà, il branle rien dans ses matchs. Il a plus peur de croire dans sa gimmick. Il n'est pas terrible au micro, en tout cas sur 94. Et c'est lui qui met Mick Foley à la retraite, etc. Enfin bref. Il récupère beaucoup de spotlight
sans trop perdre, sans trop faire le mec qui est en difficulté ni rien, alors qu'il a l'air complètement à côté de ses pompes. Là encore, j'ai rien contre lui. Dans ses premiers ou en shoot interview, c'est un mec qui a l'air très cool, mais parce que je le connais pas très bien dans ses premiers, lui par contre. Mais là, oui, c'est pas possible. Il a juste l'air d'un vieux qui se boucle là parce qu'il est booker, et c'est le cas, hein, et c'est ce que dira Brian Pillman dans le fameux I respect you, Booker Man. Ça sera en 96, ça c'est génial. Mais voilà, là on est sur une année de merde de Kevin Sullivan. Si j'avais vu que cette année-là, je me serais dit, lui, il est horrible. Heureusement que je sais un petit peu qu'il a fait des trucs un peu mieux. Enfin bref. Voilà. On va voir le suivant. Donc le contraire, les gars, j'aurais voulu voir plus. Donc sous-utilisé. Alors là, il y a du niveau. J'ai déjà évoqué Brian Pillman, que je mets numéro 1 directement. C'est de l'autre côté, c'est là. Brian Pillman que je mets numéro 1 directement. Parce que lui, il disparaît. Il n'est pas du tout diffusé à l'écran alors que c'est un super lutteur. Et c'est très frustrant quand tu vois la qualité des années 90, 91, 92 et 93 qu'il a fait. Il a complètement disparu de la circulation et ça va continuer dans une partie de l'année 95, même si ça va aller un peu mieux. Et donc derrière lui, j'ai mis Ron Simmons, qui pareil n'est pas utilisé, ce qui est quand même invraisemblable parce qu'il a été champion du monde poids lourd 1 an et demi avant. Et là, il n'est pas utilisé. Il a une vague rivalité avec un dénommé Ice Train, qui est qui est un footballeur, un ex-footballeur américain noir comme Simmons, donc j'imagine qu'il y a eu avoir une connivence entre les deux de ce fait. Et ils vont avoir une rivalité un peu pourrie l'un contre l'autre. Le match qu'ils ont final qui culmine doit durer 5 minutes dans un show hebdo, enfin c'est vraiment de la merde. Ou peut-être dans un Clash of Champions, je sais plus. Mais autrement on le voit pas. Alors que bon, je sais pas que je suis un gros fan de lui, mais c'est quand même un mec qui est populaire, qui a un bon physique, qui est plutôt charismatique, qui est pas dégueu dans le ring. Je comprends pas, et d'ailleurs je comprends pas non plus que la WF n'ait pas récupéré très vite après ça. Ils vont mettre 1 an et demi, ouais, ils vont mettre plus d'1 an et demi à le récupérer. Donc est-ce qu'il y aurait une forme de racisme qui fait que on veut pas de Ron Simmons dans le main event ou quelque chose, je sais pas, parce que ça s'explique pas autrement. C'était quand même le seul lutteur noir américain potentiellement main eventer de l'époque. Et du coup c'est surprenant que au moins, en espérant que certains membres de la communauté afro-américaine aux États-Unis l'aiment pour ça, ce qui est même très con quand même, mais voilà. Ils auraient pu essayer de glaner un peu de trucs, enfin il y a quand même ça aux États-Unis hein, qui est présent, les luttes sociales et le racisme. Ils auraient pu essayer de surfer sur la vague. Bon, ce ne sera pas le cas. Enfin en tout cas pas avant la Nation of Domination, on va dire. Et puis numéro 3, j'ai mis Brad Armstrong, un habitué du podium aussi des sous-utilisés. Il est là toute l'année, mais il fait jobber. Et littéralement, hein, j'ai vu, il fait des matchs, j'ai regardé un petit peu là, juste avant. Il a des matchs par équipe où il est avec des mecs, on sait même pas qui c'est, des Kevin Queen ou des trucs comme ça. Et il se fait squasher en 3 minutes. Alors que c'est un très bon lutteur. Alors je dis pas que le mec aurait dû être dans le main event, bien entendu, mais il aurait pu être utilisé dans le mid-card, low card, autour du titre TV par exemple, vous voyez, ça aurait pu être pas mal. Voilà. Bon, sinon, il n'y a pas eu trop de gros scandales en dehors de ces trois-là, mais ces trois-là, ils sont quand même top niveau. Ensuite, début, retour de l'année. Alors c'est pas un truc à WCW travaille très bien, donc ce sera pas forcément génial. J'ai mis numéro 3, Terry Funk, qui fait son retour. Alors lui, comment ça se passe ? Ça se passe à Slamboree. Slamboree, c'est un pay-per-view à ce moment-là qui se veut être un pay-per-view hommage aux anciens. Donc il y a souvent des combats entre des légendes. Donc Terry Funk affronte par exemple Tully Blanchard, alors qu'ils font pas de match habituellement. Bon, je sais plus qui gagne, on s'en fout. Et après le match, Terry Funk fait une promo, rejoint le clan de Colonel Parker et continue son run. Voilà. Donc c'est rien d'extraordinaire. Numéro 2, j'ai mis Hulk Hogan. Alors vous auriez pu vous attendre à ce que ce soit le retour de l'année. Début de l'année, vous faites ça comme vous voulez. Simplement, il y a eu des segments vraiment cool, notamment la signature de contrat avec Ric Flair qui est bien. Mais il y a aussi des segments bien kitsch. Il y a notamment un segment où il défile sur un char dans les rues du village Disney avec des confettis et tout, avec assez peu de public parce que c'est un village Disney. C'est assez bizarre. Où il y a des trucs très kitsch. Et puis finalement, ouais, c'est tellement dilué sur plein de vignettes, plein de trucs, qu'au final, t'as pas ce côté, on annonce le retour, mais on le voit pas à l'écran, et il apparaît, et là, il y a une espèce d'explosion du public. Là, on le voit beaucoup, avant qu'il rentre effectivement dans l'arène, et du coup, ça n'a pas autant d'effet que ce que ça aurait pu. Mais le retour de l'année, peut-être surprenant, c'est le retour de Dusty Rhodes. Alors, Dusty Rhodes, bien entendu, il est complètement past prime, hein, il est hors dehors de ses prime years largement. En fait, il fait un retour, je crois que c'est au mois de... ça doit être au mois de septembre, quelque chose par là. J'ai pas noté ça. Non, j'ai pas noté. Attendez.
Non, au mois de juillet, pardon. C'est au mois de juillet. C'est peu après Bash Sato Beach, je crois. Ou juillet-août, bref. Ouais, peu importe. Et donc en fait, il fait son retour. Il y a le clan du colonel Parker qui s'en prend à un jobber, il le malmène et tout ça. Donc il arrive de backstage, il retrouve ses manches, enlève son chapeau, il met une volée à 2-3 lutteurs. Comme il va sûrement être en difficulté, son fils Dustin Rhodes, donc Goldust, vient lui prêter main forte. Et après ça, il fait une promo très émotionnelle où il a la voix qui tremble et tout, une promo absolument géniale. J'en reparlerai dans les moments de l'année, parce que c'est aussi dans les moments de l'année. Il est génial au micro et là, il y a vraiment une promo émotionnelle et tout, super bien. Donc ça, c'est vraiment un super retour. C'est très rare à la WCW, celui-ci est vraiment réussi. Voilà. Je passe à la suite. Ensuite, ça se passe où? Newcomer, rookie de l'année. Alors, d'abord, je me suis posé la question, est-ce que je compte Hulk Hogan comme un newcomer? Parce qu'il n'est pas présenté comme un nouveau, en fait. Il est présenté comme un ancien champion du monde poids lourd, 5 fois champion du monde poids lourd, ils expliquent, qui va revenir pour redevenir champion. Et le fait qu'il revienne direct pour un title match fait que je ne sais pas si je pourrais le considérer comme un nouveau venu. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc je ne vais pas le compter. Si vous voulez le compter comme newcomer, vous le mettez numéro 1. Et vous décalez tout. Hein, okay. Alors sinon, dans les nouveaux, bon, j'en ai cité quelques-uns. J'ai pas dit qu'il y avait Bunkers Buck, qui est un brawler plutôt rigolo. Moi, je l'aime bien. Il y a Brian Armstrong, qui fait ses débuts. C'est le Road Dog. Brian Armstrong, le moins bon de la famille Armstrong, mais celui qui fera la meilleure carrière parce qu'il est bon au micro. Et donc sinon, mon podium. Donc numéro 3, Alex Wright. Alex Wright, donc c'est un lutteur allemand qui a ce côté un peu beau gosse avec une coupe de cheveux un peu rétro années 50, un côté high fly et tout, c'est sympa. Bon, il fait peu de gros matchs, du coup j'ai eu du mal à le juger. Je l'ai mis quand même derrière Jean-Paul Levesque, donc Triple H, qui fait ses débuts en 94. Dans un premier temps sous la gimmick de Terra Rising, et puis ensuite il va prendre son vrai nom de Jean-Paul Levesque et il va avoir une gimmick d'aristocrate. Alors ça, sous la première gimmick Terra Rising, c'est nul. Mais avec la gimmick Jean-Paul Levesque, il est vraiment bien. Et justement, ils ont un match ensemble, Alex Wright et Levesque, à Starrcade, qui est pas mal du tout, pour deux jeunes comme ça. Voilà, donc une petite curiosité d'aller voir Triple H à ses tout débuts. Et puis numéro 1, j'ai mis The Boss ou The Guardian Angel, c'est la même personne, c'est le Big Boss Man en fait. Qui arrive tout à la fin de l'année 93. Et qui fait une année 94 assez convaincante dans le brawling, notamment avec des matchs contre Vader, dont je me souviens positivement. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. En dehors des débuts de Triple H qui est quand même un peu marquant, mais il n'a pas montré un potentiel incroyable sur 94. On verra quelque chose de plus intéressant chez lui en 95 à la WWF, je vous en reparlerai. Alors, progression de l'année maintenant, j'aurais pu mettre Jean-Paul Levesque, donc Triple H d'ailleurs là-dedans, parce qu'entre les débuts de l'année en Terrorizing où il est assez pourri, c'est une espèce de version hyper cheap de Ric Flair, et la fin de l'année en Aristo, il y a déjà une nette progression. Ceci dit, pour moi c'est tout ça, c'est l'année de nouveaux venus, je le compte pas. Donc je vais mettre en numéro 3 Steven Regal, donc c'est William Regal, mais à la WCW il se fait appeler Steven Regal, qui confirme et va encore plus loin que ce qu'il a montré en 93. Je trouvais qu'il a été vraiment excellent la première partie de l'année 94. Il a le match de l'année, vous verrez, je sais pas, il peut avoir un bon match avec n'importe qui. On lui a mis Charlie Norris, bon match, Brian Armstrong, bon match, The Patriot, bon match, enfin, vraiment on lui met de la merde, il a des bons matchs, il est hyper régulier, capable d'avoir des top matchs, vous verrez, et voilà. J'aime beaucoup son style en plus, il est un peu à part, donc vraiment j'avais envie de le saluer ici. Numéro 2, j'ai mis Johnny B. Bad, je crois que je l'avais déjà mis dans les progressions de l'année 93. Il passe encore un cap, on va dire qu'il arrive à son maximum, le niveau qu'il aura en tant que Marc Mero à la WWF en 96, où ça fait vraiment un bon mid-carder. On lui met le titre TV d'ailleurs sur lui, en 94, et il fait souvent les openers, il est vraiment cool, et il a quelques très bons matchs cette fois-ci, alors qu'à 93 on voyait la progression, mais il n'avait pas encore eu beaucoup de très bons matchs, donc il y a cette plus-value en plus. Et puis, numéro 1, DDP, donc Diamond Dallas Page, ça peut être surprenant parce que DDP, beaucoup de gens pensent à lui pour beaucoup plus tard dans la décennie. En fait, ce qui se passe, DDP, il venait, fait des runs de 3-4 mois, il repartait, il revenait, il repartait comme ça, jusqu'à 95 où il va arriver, il va rester. 95, il fait un run de 3-4 mois, mais pour la première fois dans ces petits bouts de run qu'il fait là, on s'aperçoit qu'il est bon, en fait. Enfin, en tout cas, moi je m'en suis aperçu. C'est-à-dire qu'avant, il avait l'air un peu maladroit, il avait l'air charismatique, mais pas très bon dans le ring. À partir de 94, là on voit, il a un bon match par exemple contre Terry Taylor en pay-per-view, je crois que c'est Spring Stampede. Et ouais, on voit qu'il est bon, en plus de ce charisme et tout ça. Du coup, j'étais presque déçu qu'il reparte. Et c'est tellement net du fait qu'il arrive et qu'il reparte, et que ce soit pas petit à petit, que du coup, ça fait qu'il a cette première place. Voilà. Ensuite,
Feud storyline de l'année. Alors, il n'y a pas beaucoup de grosses storylines à WCW, hein, c'est toujours un petit peu le minimaliste à ce niveau-là. Alors j'ai mis numéro 3, pour une raison un peu discutable, la rivalité entre Cactus Jack et Max Payne contre les Nasty Boys. La raison, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que leur côté avant-gardiste sur le côté hardcore et la manière dont ils se donnent dans les segments avec les promos de Cactus Jack qui sont excellentes et les matchs complètement débiles, je trouve que ça a vraiment mis un gros spotlight sur une rivalité qui, sur le papier, n'avait rien de plus excitant que ça. Voilà, donc j'ai préféré, enfin c'est sur ça que je voulais saluer ici. Numéro 2, ça va peut-être être surprenant, Flair versus Hogan. Tout le monde aurait pu penser que ça serait la numéro 1. En fait, la rivalité est assez classique. C'est ce que je reproche. Et ne créez pas une grosse plus-value de donner envie de voir le match. Plus que ça. Il y a quelques segments bien, mais c'est pas non plus la folie furieuse au micro de partout. Et donc j'ai mis numéro 1 une rivalité qui, elle, a créé une plus-value sur quelque chose qui, sur le papier, n'avait pas un énorme intérêt. C'est la rivalité entre le clan du colonel Parker et la famille Rhodes. Donc Dustin et Dusty Rhodes. Ils vont avoir le Wargame de 94. Il y a un Wargame en 94 à Fall Brawl, qui est donc Dusty, Dustin et les Nasty Boys contre le clan du colonel Parker. Et puis il y a ce segment dont je vous ai parlé, le retour de Dusty Rhodes. Il y a le heel turn de Arn Anderson sur Dustin qui est pas mal à Bash at the Beach. Voilà, il y a plein de choses qui donnent vraiment envie. Et puis il y a ce match aussi avec Bunkhouse Buck, hyper sanglant. Dustin Rhodes contre Bunkhouse Buck, très très sanglant. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est une storyline qui est à part du reste du roster. Et ils essaient vraiment de tout faire. T'as quand même Terry Funk là-dedans, donc au micro c'est fun et tout, t'as Dusty Rhodes. Certes c'est des vieillards avec des jeunes, c'est un peu un mélange de plein de trucs, mais ça fonctionne, ça donne envie de voir les matchs en fait. Ils ont vraiment bien réussi, donc c'est ça une bonne storyline, donc voilà. Ensuite, meilleur lutteur en segment, donc au micro. C'est serré entre 5 gars. J'ai Flair, Austin, Foley, Regal et Arn Anderson qui sont très bons. Je vais mettre numéro 3, Mick Foley. Bon, il fait pas toute l'année, donc c'est compliqué. Mais il a fait quelques promos d'anthologie dans le cadre de la rivalité avec les Nasty Boys, notamment. Numéro 2, Steve Austin. Alors ça peut paraître surprenant, parce qu'on imagine toujours Steve Austin pas très bon au micro, tant qu'il n'est pas le Stone Cold 96. Il fait des bonnes promos un peu en heel, un peu redneck sur les bords, en champion US. Voilà, bon, c'est pas aussi génial que quand il était en Hollywood Blondes, mais ça lui permet d'être deuxième, parce que c'est pas une année où il y a une compétition incroyable à ce niveau-là. Et puis numéro 1, j'ai mis Ric Flair. Irrégulier, mais quand il est bon, il défonce. Notamment le fameux segment du contract signing avec Hogan, où il est en roue libre, le mec, il est fou. C'est vrai que Ric Flair, quand il est bien, il est vraiment génial. C'est un peu ça le problème de Ric Flair, c'est que parfois il y est pas, mais alors quand il y est, c'est génial. Donc voilà, je préférais le mettre en valeur. Donc pas de Arn Anderson cette fois-ci sur le podium, des meilleurs au micro, plus par défaut de promo que par manque de qualité dans les promos. Voilà. Award suivant, pay-per-view show de l'année. Donc ce seront 3 pay-per-view et 3 pay-per-view du début de l'année. Quasiment les 3 premiers pay-per-view de l'année si on regarde. Donc numéro 3, Slamboree. Donc le pay-per-view des légendes. Avec notamment si je me trompe pas, attendez, je vais prendre ma liste parce que je peux me tromper. Si je me trompe pas, Slamboree, je ne vais pas me tromper parce que j'ai ma liste de toute façon. Le Vader Sting et le Steve Austin, Johnny B. Bad, Cactus Jack, Kevin Sullivan contre Nasty Boys en OZQ, voilà. Donc plutôt cool. En fait, je pense que de mémoire, c'est un pay-per-view où il n'y a pas de super top match à part Vader Sting, mais toute la soirée est solide. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, les 2 autres pay-per-views sont vraiment au-dessus. Spring Stampede, avec notamment un Flair Steamboat qui est vraiment bien. Le meilleur Cactus Jack Max Payne contre Nasty Boys en OZQ, notamment, et plein d'autres choses. Et puis Super Brawl. Alors Super Brawl, c'est le premier pay-per-view de l'année, où il y a 2 matchs dans une cage qui ressemble à une nacelle mais sans un toit. Ils appellent ça le Thunder Cage. Il y a un 6-man tag Sting, Pinman, Rhodes contre Austin, Rude, Orndorff qui est vraiment fun. Et il y a le Regal Arn Anderson qui est très fun. Il y a bien je me trompais pas, ah oui, il y a Vader Ric Flair aussi en Thunder Cage. Voilà, donc c'est vraiment un très très bon pay-per-view. Celui-là, je vous l'invite, enfin les deux là, Spring Stampede et Super Brawl, je vous invite vraiment à les regarder pour voir un peu la WCW dans sa quintessence pré-Attitude Era, pré-Nitro, on va dire. Voilà, award suivant. Le Special Award, donc, voilà, j'en fais pas forcément à chaque fois, je voulais mettre un peu un spotlight sur Rick Rude, cette fois-ci avec mon Special Award, puisque c'est la fin de sa carrière, il se blesse dans un show au Japon, dans un match contre Sting,
bêtement, il se déplace un disque de la colonne vertébrale et après il a jamais pu revenir. Et en fait, là où je voulais parler un peu de lui, c'est que je trouve que c'est vraiment dommage qu'il se blesse juste avant l'Attitude Era. Il y a 2-3 ans de l'Attitude Era, et je pense que cette période de l'histoire du catch lui aurait convenu comme un gant, parce qu'il a ce côté edgy, quoi. Il a le côté un peu limite, avec toujours des références sexuelles. Vous vous rappelez peut-être de ce que j'avais dit dans une vidéo sur l'année 92, où il avait tenu des propos sur Steamboat un peu limite. En 88 ou 89, je sais plus, il avait une rivalité avec Jake the Snake, et il avait un pantalon avec le visage de la femme de Jake the Snake, et le visage arrivait au niveau de ses parties. Voilà. Enfin, il a toujours des trucs un peu limites comme ça. Il fera partie de la première mouture de DX d'ailleurs à ce titre, en 97, mais en tant que manager. Et je trouve vraiment dommage, je pense qu'il aurait été assez croustillant dans l'Attitude Era, et en plus c'est un lutteur que j'aime bien, donc voilà, je voulais mettre un petit coup de spotlight sur non seulement le fait que ce soit la fin d'une carrière d'un lutteur comme ça, mais en plus une fin de carrière d'autant plus regrettable qu'il y avait l'Attitude Era pas loin. Vous voyez, j'ai pas dit Steamboat, que je trouve meilleur, hein. Je préfère Steamboat à Rick Rude, mais Steamboat, on va dire qu'il s'est arrêté là, ça ne gêne pas, parce que l'Attitude Era n'était pas faite pour lui. Rick Rude, lui par contre, je pense qu'il aurait pu être excellent. Voilà. Award suivant, les matchs de l'année. Alors, je vous ai mis mon top 20 en dessous. Si vous voulez retrouver l'intégrale de mes top 20 de ce type-là, vous pouvez aller sur le blog, j'ai mis un lien en dessous, que j'ai pour regarder un peu tout ça. Et je vous ai mis aussi quelques mentions honorables. Alors je ne vais pas détailler tous les matchs, je vais parler vite fait de quelques mentions honorables. J'ai mis Barry Windham contre Ric Flair, parce que c'est le seul match de Barry Windham en 94, et que c'est une curiosité. J'ai mis Ric Flair Hogan à Bash at the Beach, parce que c'est un bon match de Hogan, et c'est pas tous les jours. Et puis c'est quand même un gros match, un match important dans l'année. J'ai mis le Alex Wright Jean-Paul Levesque de Starrcade, je vous en ai parlé tout à l'heure, qui est une curiosité pour voir Triple H à ses débuts. Sting, Steven Regal aussi, c'est une curiosité quand même, je trouve. Voilà. Alors sinon, rentrons dans les gros matchs. Peut-être vous serez surpris de voir quel est mon match de l'année. Le match de l'année pour moi, c'est Steven Regal contre Larry Zbyszko à Saturday Night. Alors c'est un match dans un style très régalien ou régalesque, parce que régalien c'est un mot qui existe déjà, donc on va éviter de l'utiliser. Voilà, c'est vraiment ce côté hyper rugueux, accroché, je te frotte le visage, t'as pas 2 cm d'espace pour respirer, etc. Donc c'est vraiment cool. Et Zbyszko rentre complètement dans ce truc-là, et ils vont vraiment loin dans ce déroulement de match où Regal a l'air vraiment très fort, et Zbyszko, on a l'impression qu'il a la rage pour revenir, mais il est quand même un peu moins fort et tout ça. C'est vraiment un match que je trouve excellent. Vraiment pas dans le style de ce qu'on peut avoir à l'époque, que ce soit WCW ou WWF. Il y a sinon un Ric Flair Steamboat à Saturday Night. C'est quand même surprenant que mes 2 matchs 1 et 2, les 2 meilleurs matchs de l'année, aient eu lieu à Saturday Night, en plus à 2 semaines d'intervalle. Ric Flair Steamboat à Saturday Night qui est beaucoup plus long et bon que celui qu'ils ont à Spring Stampede, qui était déjà très bon lui-même. C'est pas encore la qualité des matchs de 89 qu'ils ont eu ensemble, mais c'est vraiment un bon match. Si vous aimez ces 2 lutteurs-là, il faut absolument aller les voir, il n'est pas si connu que ça. Numéro 3, le fameux Brawl Street Fight incroyable, avant-gardiste, ECW style, entre Cactus Jack, Max Payne et les Nasty Boys. Donc si vous aimez la lutte hardcore, il faut aller voir ça. Et puis sinon, bon, je vais pas tout détailler, il y a un Vader Sting une fois de plus qui est très bon, mais pas au niveau de ce qu'ils ont fait de meilleur en 92. Le meilleur Steamboat Austin est très bien, mais tous les matchs Steamboat Austin sont cool, je vous le recommande. Et sinon, si je descends un peu, je vous recommande le Johnny Biba Steven Regal à Bash, Bash at the Beach, pardon, qui est vraiment fun. Bash at the Beach, très bon pay-per-view aussi. Il n'est pas sur mon podium des meilleurs pay-per-view, mais j'ai hésité sur la 3ème place. Et sinon, il y avait un autre match dont je voulais parler. Oui, c'était le Dustin Rhodes contre Bunkus Buck à Spring Stampede No DQ. C'est un match hyper sanglant, old school quoi. Vraiment dans la lutte old school sanglante. Des trucs qu'on pouvait avoir à Memphis ou peut-être bien au Québec, ils avaient des trucs comme ça avec Butcher Vachon, des mecs comme ça. C'est vraiment le côté je te ramone la gueule et tout, je t'étrangle avec une corde, ça saigne de partout et tout. Ça joue vraiment sur la hit et la dramatique sans chercher à faire des moves un peu flamboyants. Si vous aimez un peu cette lutte-là et si vous aimez le sang dans le catch, c'est vraiment fait pour vous. Bon après le reste, je vous laisserai aller voir par vous-même. Il y a des curiosités, hein, DDP Taylor par exemple, ou Vader Jim Duggan. Ouais. Jim Duggan qui est quand même dans le top 20, c'est incroyable. Voilà. Bon, voilà. Mais enfin, un beau top 20, mais si vous regardez, sur 20 matchs, il y en a 18 qui proviennent des 5 premiers mois. Ça va avec ce que je disais sur le début de la vidéo, sur le fait que l'année elle est assez bancale et que la première partie de l'année est vraiment bonne et la deuxième partie beaucoup moins. Voilà. Award suivant, on va passer à l'équipe de l'année, la meilleure équipe de l'année maintenant. Alors, la division par équipe, elle a été un peu désertée en 93. Ça l'est encore un petit peu en 94. Je ne dirais pas que c'est pire. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas mieux.
C'est équivalent. Numéro 3 des meilleures équipes, j'ai mis Cactus Jack et Max Payne. S'ils avaient fait l'année entière, ils auraient été au moins numéro 2. Mais ça s'arrête assez tôt. Max Payne est remplacé par Kevin Sullivan. C'est moins bien avec Kevin Sullivan. Et ensuite, Cactus Jack s'en va. Donc, ça dure pas très longtemps, mais ils ont vraiment été excellents. C'est deux un peu mecs avec les cheveux longs, qui ont un look un peu dégueulasse, qui ont l'air psychopathes et assez psychopathes pour contrecarrer les Nasty Boys qui sont en mode branleur. Brawler, hein, pas branleur. Donc voilà. Donc ça salue leur très bon Street Fight match notamment. Pardon. Numéro 2, Harlem Heat. Donc Booker T et Stevie Ray, il s'appelait peut-être encore Kane et Cole d'ailleurs. En 94, je sais plus. Bon, ils sont pas très présents, on les voit pas beaucoup. On sent qu'ils progressent, mais c'est vrai que Stevie Ray est quand même faible. Et Booker T est pas encore assez excellent pour compenser, on va dire. Et donc numéro 1, ça peut être surprenant, mais les Nasty Boys. Alors à chaque fois, je répète que j'aime bien les Nasty Boys et que je sais qu'ils ont une mauvaise cote. Mais je trouve que c'est une équipe qui fait le taf. Après la rivalité avec Cactus Jack et Max Payne, ils vont faire un face turn et rejoindre Dusty et Dustin Rhodes pour faire notamment le Wargame. Un style de match qui leur va très bien parce que ce sont des bons brawlers et voilà. Et par contre, je crois qu'ils sont plus là à la fin de l'année, eux, aussi. J'ai oublié de les citer dans les mecs qui partaient. Je sais pas ce qu'ils vont devenir d'ailleurs. Ou alors il y a une blessure peut-être, je sais plus. Bref, parce que c'est le problème des fois les équipes, il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit blessé, on les voit plus du tout, quelque chose comme ça. Award suivant, lutteur de l'année maintenant. Alors, ça a été difficile de choisir, il y a 4 lutteurs pour moi qui s'illustrent principalement. Dans le désordre, hein, donc William Regal, j'en ai parlé, bon, Steven Regal, Steve Austin, avec son run de champion US, Vader, parce que bon, Vader, Eric Flair, puisque c'est le main eventer quasiment toute l'année. C'est difficile de choisir, j'ai hésité à la 3ème place entre Steve Austin et Eric Flair. Donc vous savez déjà que Vader et Regal sont sur les deux premières places. Je vais vous dire qui sera 1, qui sera 2. Pourquoi j'ai hésité entre Austin et Eric Flair à la 3ème place? Je dirais que Ric Flair a eu le mérite d'avoir des bons matchs avec Hogan, d'avoir fait une grosse année, mais j'ai l'impression que il a aussi beaucoup profité de son poste de main eventer et des adversaires qu'il a eu. Alors que Austin a été peut-être un peu moins bien loti, et je trouve qu'il s'en est vraiment bien tiré, lui en étant moins bien booké quelque part. Voilà, donc je me suis retrouvé à plutôt mettre Austin, plutôt que Ric Flair. Enfin c'est kiff-kiff. Donc numéro 2, Regal, et numéro 1, Vader. Comment je les départage? En fait, Regal, le problème, c'est que sur la fin de l'année, on nous commence à beaucoup moins le voir. S'il avait fait toute l'année comme il a fait les 5-6 premiers mois, je pense qu'il aurait été largement lutteur de l'année. Il a été incroyable. De toute façon, Regal, si on prenait la fin de l'année 93 et la première partie de l'année 94 et qu'on fait 12 mois, on a une année fantastique. Le problème, c'est que c'est sur 2 ans et que ça ne lui permet pas d'avoir un award de lutteur de l'année. Bon, c'est anecdotique. Alors que Vader, lui, a fait une super grosse année en étant pas super bien loti, pas mal dans le mid-card, upper mid-card. Alors, il a quand même Sting. Mais il a le Big Boss Man, il a Jim Duggan, il a des gars comme ça, il obtient toujours des bons matchs, il a Mick Foley à nouveau, et il a toujours des bons matchs. Super brawler. Je l'ai pas trouvé dégueu aussi au micro, hein, Vader en 93, alors il a pu Harley Race en manager, il commence à faire des promos là. Les promos de Vader c'est toujours la même chose, hein, c'est Fear No One et tout, là comme ça, il a l'air d'un gros guignol, mais ça lui va bien dans ce côté brut, un peu con comme ça, et il est tellement régulier, je l'aime bien. Voilà, vraiment Vader, super. Et souvent des grosses perfs individuelles aussi, c'est ça qu'il faut voir. Voilà. Dernier award. Les moments de l'année. C'est pas un truc que la WCW fait très très bien, je le dis à chaque fois, en tout cas à ce stade. Donc j'ai pas mis des trucs extraordinaires. J'ai mis numéro 3, le heel turn de Arn Anderson à Bash at the Beach. Je me rends compte que je parle souvent de Bash at the Beach, donc mine de rien, je me dis que j'aurais peut-être dû le mettre numéro 3 des meilleurs pay-per-view. Bon, je sais pas. Donc en fait, il est en équipe avec Dustin Rhodes. En fait, Dustin Rhodes avait une rivalité avec le clan de Colonel Parker, il lui fallait un partenaire. Dustin Rhodes est allé voir Arn Anderson. Arn Anderson dit: ah oui, tu me veux en partenaire? Ok, faisons ça. Et en fait, il le trahit en plein match et rejoint le clan du colonel Parker. Et ça fait un beatdown un peu des vieux, donc Terry Funk, Parker, Arn Anderson et Buck Buck, qui laminent Dustin, le jeune naïf un petit peu. Et après, Arn Anderson, en plus, je crois, il fait une promo et dit mais quel con ce mec de me demander moi. L'enforcer, Arn Anderson, l'ancien Four Horsemen, de me demander moi en partenaire, mais qu'est-ce qu'il croit ce con? Voilà, c'est assez cool comme ça. Numéro 2, la rivalité, la signature de contrat Hogan-Ric Flair. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est un segment que j'aime beaucoup parce que Ric Flair est complètement en freestyle. Donc si vous aimez Ric Flair en freestyle, regardez ce segment. Et il y a Ted Turner dans le segment qui me fait marrer aussi parce que lui, il est spectateur de la scène et il se marre. Mais limite, il a le smile, il voit Ric Flair insulter Hogan, il sourit quoi. Ça me fait marrer. Voilà, donc c'est le segment qui m'a le plus donné envie de voir Ric Flair Hogan. Et j'adore Ric Flair dans ce genre de segment. Et puis numéro 1, le retour de Dusty Rhodes, j'en ai parlé tout à l'heure.
C'est un segment qui me donne facilement peut-être pas des larmes aux yeux, faut pas exagérer, mais un petit frisson. Regardez comment Dusty Rhodes contrôle le public. On a vraiment l'impression qu'il a le bouton du volume, hein. Il décide. Vous faites du bruit, vous faites moins de bruit. Puis quand il parle, on dirait que c'est de la soul musique, hein, vraiment. C'est vraiment hyper bien. Et il y a de l'émotion à la fin, il a la voix qui tremble et tout. Parce que je vous le spoil, hein. En gros, à la fin, il dit... commence, il dit je t'ai négligé, Dustin, j'étais parti défendre mon titre de champion du monde dans tous les États-Unis, et je t'ai négligé quand t'étais enfant. Après, quand t'as grandi, j'ai négligé ton entraînement parce que j'étais occupé à faire les commentaires et tout ça. Il dit ça, et à la fin, il dit je te demande d'être mon partenaire, mais comme on est du sang, je te demande pas de me serrer la main, je te demande de prendre dans mes bras et tout ça. Donc tu vois, vous voyez l'émotion, l'émotion qui vient. Et quand c'est Dusty Rhodes qui le dit, ça clique. Voilà. Donc j'arrête là. J'écoute vos questions, n'hésitez vraiment pas. Et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ça sera soit 95 à la WWF, soit 1980 dans le territoire NWS, soit un truc surprise que je ne sais pas encore moi-même. Donc à la prochaine. Et amusez-vous bien avec les matchs et les segments dont je vous ai parlé. Bye.